Togo, le président Faure Gnassingbé a réitéré mercredi soir sa volonté de dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise politique et sociale qui agite le pays depuis le mois d'août. Le Tchad a dépêché son ministre des Affaires étrangères à Malabo. Le coup d'État déjoué fin décembre en Guinée équatoriale est une sérieuse menace qui concerne toute la sous-région d'Afrique centrale. En Somalie, des semaines de tension entre le gouvernement et plusieurs leaders de clans se sont soldées par des limogeages. Les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Commerce ont perdu leur poste. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette édition. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo a reçu mercredi à Malabo le ministre tchadien des Affaires étrangères. Pour ce dernier, le coup d'État déjoué fin décembre en Guinée équatoriale est une sérieuse menace qui concerne toute la région centrale d'Afrique. Reportage. Mahamat Zen Sherif, ministre tchadien des Affaires étrangères, dit à travers son discours être préoccupé. Car, comme le dit l'adage, le feu qui brûle la case du voisin peut s'étendre à la nôtre. La tentative de déstabilisation n'est pas une affaire uniquement de la Guinée équatoriale. Toute la sous-région devrait se sentir concernée. Le ministre tchadien a lancé un appel pour que tous les pays de la sous-région joignent leurs forces pour mener les enquêtes plus poussées et remonter la filière jusqu'à ce que les origines de cette tentative soient établies. De premières informations la semaine dernière informaient de l'arrestation par la police camerounaise d'une trentaine d'hommes armés le 27 décembre à la frontière avec la Guinée équatoriale, non loin d'Ebibéine. Parmi la trentaine d'hommes armés arrêtés se trouvait un ex-général de l'armée tchadienne. Par ailleurs, l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Tchad, en villégiature à Ebibéine pour les fêtes de fin d'année, a été arrêté le 30 décembre pour des raisons d'enquête. Mercredi, des affrontements ont opposé les forces de sécurité de Guinée équatoriale à des mercenaires près des frontières avec le Cameroun et le Gabon. L'Ouganda a démenti jeudi avoir conclu un accord avec Israël pour accueillir sur son sol certains des quelques 40 000 migrants africains en situation irrégulière que l'État hébreu entend expulser dans les tout prochains jours. Selon le ministre ougandais des Affaires étrangères, aucun accord de ce genre n'existe entre les deux pays. Selon Henri Okello Oryem, le chef de la diplomatie ougandaise, ces informations doivent être considérées comme fausses. L'Ouganda n'a aucun accord de ce genre avec le gouvernement israélien pour accueillir sur son sol quelques-uns des migrants africains en situation irrégulière que l'État hébreu s'apprête à expulser. Kampala estime qu'Israël doit être en position d'expliquer cette affirmation concernant le transfert d'immigrants africains vers son sol. Israël a lancé mercredi un programme destiné à imposer à 38 000 migrants africains en situation irrégulière, en majorité des Érythréens et des Soudanais, de choisir entre quitter le pays d'ici fin mars ou être emprisonnés pour une durée indéterminée. Les migrants qui accepteront de quitter Israël se verront remettre un billet d'avion et près de 3 000 €. Le gouvernement israélien reconnaît tacitement qu'il est trop dangereux pour les Érythréens et Soudanais de retourner chez eux, mais n'a pas dit dans quel pays ils pourraient être envoyés. Des ONG israéliennes soutenant les migrants ont cependant affirmé que des accords avaient été signés avec le Rwanda et l'Ouganda pour accueillir les migrants volontaires. Ces migrants sont pour la plupart entrés illégalement en Israël par le Sinaï égyptien à partir de 2007. Poursuite contre une journaliste américaine au Zimbabwe, Martha Ondonovan était accusée d'avoir insulté l'ancien président Robert Mugabe sur Twitter. Mais jeudi, la justice zimbabwéenne a annulé cette action. La journaliste avait été arrêtée début novembre à son domicile à Harare et son ordinateur confisqué. Elle avait été libérée après quelques jours de garde à vue et placée en liberté provisoire. Tout est parti d'un tweet. La jeune femme qui travaille pour une chaîne de télévision privée zimbabwéenne était accusée, selon le procureur, d'avoir posté un message dans lequel elle affirmait, je cite, « Nous sommes dirigés par un homme égoïste et malade ».
Ce poste était accompagné d'une illustration représentant Robert Mugabe, 93 ans, sous perfusion. Le tribunal a pris une décision et a donné à l'État une dernière chance de mettre de l'ordre dans ses affaires. Faute de quoi, le tribunal allait retirer l'accusé de la détention provisoire le 4 janvier 2018. Le tribunal a honoré sa promesse. Il a retiré notre cliente de la détention provisoire et nous sommes satisfaits de ce résultat. Je ne serais pas d'accord avec l'idée qu'il y avait un cas au départ. Il n'y avait pas de cas. C'est donc une affaire d'État qui s'effondre. L'interpellation de Martha était intervenue à la suite de la création d'un ministère de la cybersécurité, lequel ministère a été supprimé par le nouveau président Emmerson Mnangagwa à son arrivée au pouvoir. En Afrique du Sud, une collision entre un train et un camion survenue jeudi dans le centre du pays a provoqué la mort d'au moins 14 personnes et 180 autres ont été blessés. Il s'agit d'un bilan provisoire communiqué par un responsable local, bilan qui pourrait encore s'alourdir. Le bilan qui est de 14 morts, selon un porte-parole du ministère provincial de la Santé, pourrait encore augmenter. Des témoins racontent que le train a déraillé et pris feu après avoir percuté, dans des circonstances qui restent à éclaircir, un camion à 200 km au sud-ouest de Johannesburg. Le bilan fait également état de 180 blessés, dont certains étaient soignés sur place et d'autres hospitalisés. Le train qui transportait plusieurs centaines de passagers effectuait la liaison entre Port Elizabeth et Johannesburg. Les causes du drame n'ont pas encore été déterminées. Le chauffeur du camion a été hospitalisé et des tests d'alcoolémie devraient être effectués. Cet accident intervient pendant la période des grandes vacances scolaires en Afrique du Sud. Il faut dire que le dernier grave accident de train en Afrique du Sud, survenu en 2015, avait fait 15 morts. 64 personnes avaient également été tuées en 1994 lors du déraillement d'un train près de Durban, ville située dans le nord-est du pays. En Somalie, des semaines de tension entre le gouvernement et plusieurs leaders de clans se sont soldées par des limogeages. Les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et du Commerce ont perdu leur portefeuille. Le Premier ministre somalien Hassan Ali Kher a congédié 3 ministres. Les Affaires étrangères, le Commerce et l'Intérieur ont ainsi changé de tête. Il a aussitôt nommé des remplaçants pour les 3 postes vacants. Les 3 nouveaux venus sont issus des mêmes clans que les ministres limogés. Ceux dont le respect de l'équilibre clanique qui régule la vie politique somalienne. Nul ne sait les réelles motivations de ce remaniement. Aucune raison n'a été donnée, mais ce changement a eu lieu après que certains leaders de clans ont exprimé leur mécontentement de ne pas être suffisamment consultés par le gouvernement. Le jeune gouvernement somalien, en fonction depuis seulement mars 2017, est aussi fragilisé par son échec à lutter contre les islamistes Shebab qui tentent de le renverser. Chassés de Mogadiscio en août 2011, ceux-ci contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Le 14 octobre, ils ont perpétré un attentat dans le centre de la capitale qui a fait jusqu'à 512 morts. Quelques jours à peine avant cet attentat, le ministre de la Défense et le chef de l'armée avaient démissionné sans fournir aucune explication. Au Nigeria, l'armée a annoncé jeudi avoir retrouvé l'une des 219 lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram en 2014. Elle a été retrouvée à Poulka, dans l'état du Bordeaux, épicentre des violences perpétrées par le groupe djihadiste. Cette annonce intervient alors que les attaques se sont multipliées ces dernières semaines dans le nord-est du pays. Les recherches préliminaires relèvent pour l'instant que la jeune fille retrouvée fait partie de la liste des 86 lycéennes de Chibok non retrouvées. Elle était accompagnée d'une adolescente de 14 ans avec un enfant. Selon le porte-parole de l'armée nigériane, elle avait été retrouvée jeudi près de Poulka, dans l'état du Borno, après s'être enfuie d'un camp de Boko Haram situé dans la forêt de Sambisa. Près de 4 ans après leur enlèvement, qui avait suscité une émotion mondiale, 107 jeunes filles ont été retrouvées ou échangées contre des prisonniers au terme de négociations
avec le groupe djihadiste. Il est impossible d'effectuer un comptage précis du nombre d'entre elles, toujours aux mains du groupe, étant donné que certaines sont supposées être mortes en captivité. Boko Haram, qui utilise les enlèvements de masse comme forme de recrutement, a enlevé des dizaines de milliers de personnes que l'armée nigériane libère au fur et à mesure de la reprise de territoires auparavant occupés par les islamistes. Cette annonce survient alors que l'armée nigériane fait face ces dernières semaines à une intensification des raids, des attaques et des attentats du groupe djihadiste. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a réitéré sa volonté de dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise politique et sociale qui agite le pays depuis le mois d'août dernier. C'était à l'occasion de la présentation de ses vœux au peuple togolais. Des détails à travers ces images. C'était la première fois que Faure Gnassingbé s'adressait directement aux Togolais depuis le début de la crise en septembre. En présentant ses vœux au peuple togolais, il a insisté sur le fait que le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les acteurs politiques. Le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les acteurs politiques. Récemment, mes chers compatriotes, la culture du vivre ensemble, la courtoisie et la fraternité ont souvent été affectées par des attitudes, des postures et des comportements qui sont aux antipodes de nos valeurs. C'est une situation qui m'est intolérable. Elle est préjudiciable à notre marche commune. Le président togolais a également insisté sur son projet de révision de la Constitution qui prévoit une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. L'opposition qui rejette cette réforme, qui n'est pas rétroactive et qui permettrait au président Gnassingbé de se représenter en 2020 et 2025, se mobilise depuis septembre dernier, organisant des manifestations quasi hebdomadaires. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, inquiets de l'instabilité que peut engendrer la crise togolaise, ont appelé le pouvoir et l'opposition au dialogue, mais les discussions annoncées depuis début novembre par le gouvernement peinent à démarrer. Actuellement jugée pour corruption, Park Geun-hye, la présidente sud-coréenne destituée, a été inculpée jeudi sur verdict pour avoir détourné l'équivalent de millions d'euros de fonds secrets des renseignements. Entre 2013 et le milieu de l'année 2016, l'ex-présidente sud-coréenne aurait reçu chaque mois entre 39 000 et 156 000 euros. Le service national du renseignement en était l'origine. Ces sommes étaient, selon les médias, remises par des agents du renseignement aux conseillers de Park Geun-hye sur des parkings déserts ou dans des ruelles peu fréquentées, proches de la présidence. L'argent provenait, selon l'agence sud-coréenne Yonhap, des fonds spéciaux que les renseignements peuvent utiliser sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. L'ex-présidente aurait dépensé ces sommes à des fins personnelles, comme des injections de Botox, toxine botulique utilisée dans le traitement des rides, des vêtements ou encore le financement de téléphones mobiles utilisés par ses amis. Première femme élue présidente en Corée du Sud, elle a été destituée par le Parlement le 9 décembre 2016, ce qui a entraîné son inculpation et son emprisonnement. Park Geun-hye est jugé depuis mai pour 18 chefs, y compris corruption, coercition et abus de pouvoir, et risque la prison à vie. C'est sur cette information au sud du Corée que nous refermons donc cette édition. Merci donc de l'avoir suivi. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.